Je prends des gilets pare-balles, des casques, des trousses de secours et un dosimètre au cas où il y aurait un incident nucléaire. Belkis Wille travaille pour le compte de l'association américaine de défense des droits humains Human Rights Watch. Elle est en partance pour l'Est de l'Ukraine afin de collecter des preuves sur des faits de torture et d'exaction commis par des soldats russes sur des civils ukrainiens. On a répertorié énormément de crimes de guerre perpétrés par les Russes. Il y a des cas de torture, des meurtres et des disparitions forcées. Depuis maintenant 10 ans, Belkis Wille, une avocate suisse, enquête pour Human Rights Watch. En février 2022, quelques jours seulement après l'invasion russe, elle s'est rendue en Ukraine. Depuis, elle documente sans relâche les crimes de guerre commis sur place. Cela fait des mois qu'elle est sur la piste de l'un des épisodes les plus atroces d'entre eux, imputés à la Russie. À Kramatorsk, personne n'a oublié la tragédie du 8 avril 2022 lorsqu'un missile russe s'est abattu sur la gare de la ville du Donbass, où des milliers de civils attendaient d'être évacués. L'attaque a fait 57 morts. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être responsables de cette frappe délibérée. On est en route pour un village qui s'appelle Kounié, situé à la sortie d'Izum. On pense que c'est de là-bas que les forces russes ont lancé l'attaque sur la gare. On tient donc à prouver que les Russes possèdent bien le système d'armes impliqué et qu'ils s'en servaient pour viser les civils ukrainiens depuis les zones qu'ils contrôlaient. Il est absolument essentiel que les personnes qui ont lancé cette attaque répondent de leurs actes. Kounié, qui fait partie de l'oblast ukrainien de Kharkiv, est situé à 100 km de Kramatorsk. Après plusieurs mois d'investigation, les enquêteurs arrivent à la conclusion que les tirs de roquettes incriminés proviennent de ce village. En avril 2022, il était occupé par des soldats russes. Épaulé par 2 collègues ukrainiens, Belkis traque les moindres indices sur une friche industrielle. Des riverains sont là pour leur montrer les endroits précis où les soldats russes étaient stationnés avec leurs munitions. On essaie de trouver toutes les traces possibles de ce système d'armes pour mieux comprendre quel genre de projectiles les Russes lançaient depuis cette position. À terme, notre objectif est de prouver que c'est bien à partir d'ici qu'elles ont tiré sur la gare de Kramatorsk. On a passé des mois à enquêter sur cette attaque. On sait déjà que des troupes russes ont occupé cet entrepôt et procédé à des lancements d'ici. On dispose d'images qui montrent d'énormes conteneurs posés exactement là où je me trouve. Et on pense qu'ils renfermaient les missiles balistiques Tochkayu. À 36 ans, Belkis est une enquêtrice qui connaît déjà bien le terrain. Avant d'accepter cette mission en Ukraine, elle a été sur la piste de nombreux crimes de guerre, notamment en Afghanistan, au Bangladesh, en Irak, en Jordanie et au Kenya. Belkis a grandi à Zurich. Sa mère est turque, son père suisse, mais dans la famille, c'est en anglais qu'on communique. Elle a fait des études de droit en Grande-Bretagne. J'ai pu profiter d'une éducation de qualité et me consacrer entièrement à mes études. J'ai été très privilégiée parce que j'ai grandi dans un environnement stable. Alors j'avais le sentiment d'avoir un devoir, une mission, mettre les avantages de cette enfance au service de ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances. Avec l'aide d'un interprète, Belkis interroge les riverains qui ont été confrontés à l'ennemi.
Comment savez-vous qu'ils stockaient des missiles Tochka-U? J'avais vu sur cet entrepôt depuis l'école là-bas. Par ici, ils avaient aligné 14 conteneurs de missiles. Enfin, il y en avait beaucoup. Pourriez-vous décrire le lancement d'un missile Tochka-U? Est-ce que vous pourriez décrire le lancement du missile? Je n'ai pas vu le lancement de mes yeux, mais j'ai aperçu les missiles juste après leur envol. Vous avez vu les missiles? Oui. Il est où, Alex? L'Ukrainien Alex Pieriepiolov fait également partie de l'équipe de Belkis Ville. Avant de rejoindre Human Rights Watch, il a enquêté sur les crimes de guerre dans le Donbass et le Haut-Karabakh pour le compte d'autres ONG. Les journées d'hiver sont courtes. Pour gagner du temps, l'équipe se répartit le travail. Cette route, ou cette rue, a été occupée pendant plusieurs heures par une dizaine de véhicules qui livraient probablement des missiles Tochka dans ce village. On doit encore recueillir des preuves pour démontrer que les Russes possédaient bien des armes de ce type, malgré leur dénégation. Je pars donc à la recherche de témoins. Des véhicules étaient garés dans la rue avec 3 énormes missiles. Il y en avait toute une colonne. Tu sais comment ils s'appellent, ces véhicules, toi? Il y en avait qui en transportaient 3 et d'autres 12. Et cette colonne, elle faisait quelle longueur? Il y avait 200 missiles, on les a comptés. Tourner des maisons avant d'entrer dans le vif de l'enquête. Bonjour. Bonjour. On voudrait discuter avec vous. À quel sujet? Au sujet des armes que les Russes ont apportées et utilisées ici. Franchement, j'ai pas envie d'en parler. Bon, je ne vais pas vous forcer. Bonne journée. Ils ont changé d'avis. Beaucoup de témoins nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité tant que la guerre se poursuit. Ils ont conscience que les Russes pourraient essayer à nouveau d'attaquer cette région et de l'occuper. Pendant qu'Alex continue d'interroger les témoins, Belkis pense avoir mis la main sur les preuves qu'elle cherchait à la périphérie de la ville. Des débris du système de missiles utilisé lors de l'attaque de la gare. Je crois bien qu'on est devant les restes d'un missile balistique Tochka-U. Et peut-être même du système de levage ou de stockage correspondant. Ça pourrait avoir un lien direct avec l'attaque du 8 avril 2022 sur la gare de Kramatorsk. C'est un élément d'une valeur inestimable pour identifier l'arme et confirmer qu'elle a bien été lancée par les forces russes. Ah, il fait un de ces froids. Un hélicoptère. Des hélicoptères de combat ukrainiens volant à basse altitude leur rappellent que le front n'est pas loin. Les enquêteurs doivent impérativement quitter Kounié avant la tombée de la nuit. Il leur faut en outre soumettre leurs conclusions au bureau berlinois de Human Rights Watch dans les plus brefs délais. On n'a pas encore parlé de nos découvertes respectives. Tu veux commencer? À mon avis, notre plus grande réussite du jour, c'est d'avoir vu les restes de ce missile. L'équipe a 1h30 de route pour regagner l'hôtel à Kharkiv. C'est un collègue de Berlin qui les a mis sur la piste de Kounié. Sam de Burley est un cyberenquêteur britannique.
À Berlin, il dirige depuis 1 an le Bureau des investigations numériques créé par Human Rights Watch. Pendant 10 mois, ces enquêteurs ont cherché des indices sur l'identité des personnes impliquées dans l'attaque de Kramatorsk. Ils ont collecté, analysé et comparé des vidéos et des informations provenant de sources accessibles au public, telles que des images satellites, des données de géolocalisation, des historiques de discussions sur les réseaux sociaux ou YouTube, puis ont converti le tout en fichiers 3D. Cela leur a permis de faire un décompte précis des personnes qui se trouvaient sur les lieux juste avant le drame. Sur la vidéo du haut, ils sont 123. Sur celle qui est au-dessous, on en dénombre 101. Sur le quai de la gare, il y en a 192, plus 42 dispersés tout autour. En tout, on a 400 personnes à partir d'une source d'information ouverte. Cette méthode s'appelle la criminalistique numérique, une technique basée sur les modèles 3D qui révolutionne le travail d'investigation. Nous avons mis près d'1 an à collecter tous les éléments réunis. Nous avons trouvé des maquettes de la gare, ce qui nous a permis d'en reproduire un modèle tout à fait précis. Cela nous aide à savoir combien de personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment proprement dit, mais aussi sur les quais, au moment précis où les roquettes sont tombées de toutes parts. Les gens qui ont trouvé la mort se tenaient devant, derrière, à gauche ou à droite de la gare. Les recherches de Sam Dubberly et son équipe sur le système d'armes utilisé ont également duré des mois. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ce missile fonctionne, comment il libère ses sous-munitions sur une zone et quels dégâts il inflige. Nous avons montré de manière assez détaillée comment l'une de ces petites sous-munitions larguées à 2000 mètres d'altitude a percuté le quai de la gare et éclaté en centaines de morceaux sur toute la zone. Et si un être humain ou un animal a le malheur de se trouver là, il peut subir de graves blessures quand il n'est pas tué sur le coup. Au total, dans le monde, plus d'une quinzaine d'informaticiens, d'enquêteurs numériques, d'experts en armement et autres spécialistes effectuent des recherches sur l'attaque de la gare de Kramatorsk pour le compte de Human Rights Watch. On recoupe toutes ces sources d'informations et on rassemble toutes les données dans un seul et même dossier pour donner encore plus de poids aux recherches complémentaires que Belkis et Alex mènent sur le terrain. On regroupe tous les éléments dont on dispose pour être le plus efficace possible. En Ukraine, plus de 58 000 enquêtes sur les crimes de guerre russes sont actuellement en cours. En septembre, les unités ukrainiennes ont libéré le village de Kounié. Ce n'est qu'après le retrait des troupes russes que d'autres crimes de guerre et drames humains ont été révélés. Oui, j'ai été prisonnier des services secrets russes, le FSB. Mais moi, je les appelle la Gestapo. Ça a duré 10 jours. Oleksandr Batyushkin a 71 ans. Cet artisan vannier aurait divulgué des informations sur les positions russes. Fin mars 2022, des soldats russes ont fait irruption dans sa datcha. Un voisin avait révélé aux occupants que le fils d'Olexandre servait dans l'armée ukrainienne. J'avais un panier. Ils l'ont scotché sur ma tête et ils m'ont mis des menottes. Ensuite, ils m'ont frappé sur le corps et les jambes. En chemin, j'ai demandé ce que j'avais fait. Et ils m'ont répondu que c'était mes voisins qui m'avaient trahi.
L'un d'eux a dit « On n'a qu'à le fusiller, et puis c'est tout ». J'ai répondu « Allez-y, qu'est-ce que je peux y faire, moi ?» Au lieu de l'exécuter, ils l'ont traîné jusqu'à Izium, la ville voisine, où ils l'ont torturé au courant électrique. Je vois qu'ils accrochent quelque chose sur ma main, sur mes petits doigts. Puis ils enroulent un fil tout autour. Je leur demande « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Ils me répondent « Tu vas te mettre à danser et tout nous avouer. » Après, ils ont commencé à me torturer à tour de rôle. Le soir, j'avais compris que j'avais peu de chance d'en sortir vivant. En principe, la Convention de Genève, dont la Russie est signataire, vise à protéger les civils contre les attaques et les agressions commises en temps de guerre. Attendez, on va tout fermer. De temps en temps, Alexandre se rend à Izium, à 20 km de là. Il retourne à l'endroit où il a été enlevé. Voici un an. Comme Kounié, la ville stratégique d'Izium a été reprise par l'armée ukrainienne en septembre de l'année dernière, à l'issue de plusieurs mois de combat. Toute l'horreur de la guerre est alors apparue au grand jour. Chambres de torture souterraines, bâtiments minés, corps enterrés dans un bois à la périphérie de la ville. Il ne restait plus qu'une ville en ruine. Au coin de la rue? Il y a un poste de contrôle à côté. Ah, après le poste de contrôle. J'ai compris. Oui, d'accord. On est dans l'usine où j'ai été enfermé par ces barbares. Voilà. Comme vous le voyez, tout est cassé. Il ne reste plus rien. J'ai passé 10 jours ici, dans le sous-sol de cette usine. C'était il y a déjà plus de 6 mois. En toute honnêteté, pendant les premières heures, je n'ai pensé à rien. J'étais en état de choc. J'avais l'impression d'être tombé dans une sorte de conte ou de rêve. J'ai toujours du mal à croire que c'est bien à moi que tout ça est arrivé. Au coin de la rue. Au bout de 10 jours, ces tortionnaires l'ont laissé partir, comme ça, sans aucune raison. La captivité et les sévices qu'il a subis ont laissé de profondes blessures qu'il a du mal à panser. C'est très dur de revenir ici. Mais il se fait violence pour affronter ce traumatisme. Il erre dans les ruines de sa ville et se demande quand cette guerre finira enfin. À quoi je pense? Je me dis que des gens vivaient ici. Toutes leurs affaires sont encore là. Les effets personnels des habitants. Tout est encore là. Même les meubles. Qui sait ce qu'il reste encore ici? C'est difficile. J'en ai les larmes aux yeux. Plus personne ne vit dans cette maison. 54 habitants sont morts dans un raid aérien russe et les survivants ont fui. Bon sang, c'est pas vrai. Un livre. Voyons ce que c'est. Yuri Mouchketik,
L'effondrement, roman et nouvelles. C'est un écrivain ukrainien. Oh là là. Et ça, c'est quoi? Margaret Mitchell. Autant en emporte le vent. Ses bourreaux sont repartis. Son fils, lui, continue de se battre au front contre la Russie. En 2 mots, comment dire? Je ne veux plus les revoir pendant 50 ans. L'équipe d'enquêteurs de Human Rights Watch est descendue dans un hôtel à Kharkiv. Belkis et Alex transmettent leurs photos et interviews à leurs collègues de New York et de Berlin. Ils nous ont donné plusieurs dates concernant l'arrivée des Russes, mais c'était autour du 28 février. Ils ont dit qu'ensuite, les Russes ont transformé cet entrepôt en QG. Il est tout près des débris du missile. Un riverain a mentionné entre autres un camion bien particulier qui fait partie du système Tochka. Désormais, on peut affirmer avec certitude qu'au moment de l'attaque, il y avait bien des missiles de type Tochka dans la zone. Oui, exactement. Cette vidéo a été trouvée par notre collègue chargé de l'enquête numérique. C'est le site qu'on a visité aujourd'hui. À l'époque où la Russie occupait ce territoire, cette position a été attaquée par l'artillerie ukrainienne. C'est la soif de justice qui donne à Alex la force d'affronter la terrible réalité. J'arrive à supporter cette guerre en l'intégrant comme un fait. Je ne voulais pas de cette réalité, mais elle est là et j'ai dû l'accepter. Merci, on se rappelle. Mon épouse. Sa femme a fui à Kiev pour se réfugier en Pologne et il ne l'a pas vue depuis plusieurs mois. Même chose pour ses amis avec qui il n'est plus en contact que par téléphone. Ils se battent tous dans les rangs de l'armée ukrainienne. Je connais quelqu'un qui a été tué pendant cette guerre. La plupart de mes amis hommes sont sur le front en ce moment même. Donc la probabilité que je ne revoie plus jamais certains d'entre eux est bien réelle. Les organisations de renommée internationale telles que Human Rights Watch ne sont pas les seules à enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine. De plus en plus d'ONG locales documentent également les atrocités commises dans leur pays. Le journaliste Artur Prikno travaille pour l'association ukrainienne Media Initiative for Human Rights, MIHR en abrégé. Ce réseau de recherche dresse des listes de victimes et publie les noms des auteurs présumés. On est actuellement en route pour Smiyivka, dans la région de Berislav. On a rendez-vous avec le maire du village pour discuter de l'occupation russe et des crimes commis par les soldats. À Berislav, comme à Smiyivka, il y a eu des cas d'enlèvement et de torture de civils. Plus on se rapproche du front, plus il y a de chars russes brûlés, vestiges des batailles qui se sont déroulées ici il y a quelques semaines à peine. Zmijivka est libérée depuis novembre dernier, mais les positions russes se sont repliées à quelques kilomètres de l'autre côté du fleuve. La bourgade est toujours dans leur ligne de mire.
sur la place du village, Artur Prikno poursuit son travail d'investigation. Hier, on a eu un duel d'artillerie juste au-dessus de notre maison. Je vis dans ce quartier. Sinon, on a 20 obus qui atterrissent tous les jours. Parfois, ils en envoient 9 ou 10 d'un coup. Rien que dans mon jardin, j'en ai reçu 5. Il est complètement rasé. Ensuite, on transmet ces preuves documentées aux forces de l'ordre et à des organisations internationales comme l'ONU. On les envoie également au procureur, avec qui on travaille en étroite collaboration. Chaque mission qu'on accomplit sur place, chaque témoignage qu'on recueille, est un petit pas de plus qui va nous permettre, je l'espère, de rétablir la justice. Le maire du village, Mykola Kourivchak, affirme avoir été torturé par des soldats russes. J'étais prêt à mourir. Quand ils m'ont électrocuté, j'ai regardé la mort dans les yeux. C'était atroce. Je ne souhaiterais pas ces tortures à mon pire ennemi. Je suis désolé. Des organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch ou le réseau MIHR d'Artur Prikno ont entre-temps apporté la preuve que l'armée russe torture systématiquement des civils. À Zmiïkva, on manque de tout. Les autorités ukrainiennes ne sont toujours pas en mesure de ravitailler correctement les habitants des zones libérées. Devant le magasin du village, on chante en attendant. On n'a pas d'électricité, pas de lumière. Et pas d'eau courante. Un générateur ne serait pas de trop. On n'a rien pour pomper l'eau. Un générateur, ça nous aiderait. On a demandé de la nourriture parce que des gens disent qu'il n'y a pas de pain pour tout le monde. Des soldats nous ont donné du pain. On a de quoi manger. Priez pour nous. Poutine dit qu'il ne tire pas sur les civils, mais il bombarde notre village. Comment ça, ils ne tirent pas sur les civils? Tous les villages en bordure du fleuve sont bombardés. Tous sans exception. Ils tirent sur le village et blessent des gens. Tiens, voilà, encore. Ça recommence. On ne sait pas ce qui nous attend. Quelque chose est tombé. On ne sait plus où se cacher. Ramassez vos affaires, il faut y aller. Encore des tirs. On ne sait pas où aller. Bonne fête, bonne année. Que Dieu vous donne la santé, le bonheur et la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les combats s'intensifient dans l'après-midi. De l'autre côté du fleuve, l'armée russe tire des obus et des roquettes sur les troupes ukrainiennes, lesquelles ripostent à leur tour. 2 tirs. Là, une seconde. C'est eux ou c'est nous? Nous, je crois. La ligne de front est très proche d'ici. Et on a entendu un certain nombre d'impacts d'obus. Cet endroit n'est pas sûr, c'est évident. Si les habitants du village font contre mauvaise fortune bon cœur, Artur Prikno, lui, s'expose volontairement au danger. Il était journaliste dans la région de Lougansk. Lorsque la guerre a éclaté dans sa ville natale en 2015, il s'est enfui à Kiev. On entend des explosions, et évidemment, il nous arrive d'avoir peur. Mais je crois que tous les habitants de l'Ukraine s'y sont faits. Quand on se rend sur place, on comprend bien mieux ce qui s'est passé. Un journaliste est censé être objectif. Mais dans notre situation, c'est compliqué. Comme on est impliqué affectivement dans cette guerre, on ne peut pas prendre du recul. Quand on entend ces gens témoigner, avec leurs émotions et leurs larmes, on est parfois bouleversé. Après ce voyage, Artur notera les informations collectées et les téléchargera sur le site internet du MIHR. Son objectif est d'obtenir le plus de visibilité possible.
À Kiev, Belkis peaufine son rapport final sur l'attaque de la gare de Kramatorsk. Retrouver les auteurs des crimes de guerre est une mission ardue, souvent vouée à l'échec. Et pour couronner le tout, la Russie ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale qui enquête actuellement sur le conflit. Il y a déjà eu des procès retentissants, notamment contre des Syriens accusés d'avoir commis des actes atroces pour le compte de leur gouvernement et poursuivis par les tribunaux allemands. Belkis veut avant tout donner une voix aux victimes de crimes de guerre. C'est pour cela qu'elle se bat. Même si les affaires sur lesquelles j'enquête ne donneront lieu à des condamnations que dans 20 ou 30 ans, les histoires des victimes et de leurs familles auront été entendues et resteront dans les mémoires. C'est un cadeau que peu de gens peuvent offrir. Mais moi, je suis en mesure de le faire et c'est extrêmement gratifiant. Bien sûr, c'est un travail très difficile, mais il en vaut la peine. Si on peut apporter un peu de réconfort aux personnes qui ont vécu ces tragédies, c'est merveilleux. En février, Human Rights Watch a bouclé son enquête de 10 mois sur l'attaque de la gare de Kramatorsk. Toutes les preuves concordent pour dire que la Russie est responsable de la mort d'au moins 57 civils.